Troisième question de Baptiste de Grune. Bonjour cher président, vous qui voulez rétablir à juste raison la haute trahison et le complot contre la sûreté de l'État dans la Constitution, ne croyez-vous pas qu'il serait nécessaire de faire passer devant des tribunaux un certain nombre de nos hommes politiques pour tout le mal qu'ils ont fait à la France et aux Français? Merci d'avance. Alors pour répondre à la question, je suis partagé. D'abord, on n'est pas aux affaires. Donc c'est un petit peu... il y a un côté un petit peu enfantin, un petit peu de commencer à dire on va couper des têtes. D'abord, on n'est pas en mesure de couper des têtes. Deuxièmement, je comprends qu'il puisse y avoir effectivement une certaine rancœur chez nos compatriotes face à ce qui se passe. Mais je voudrais rappeler une leçon d'histoire que j'ai, je crois, déjà soulignée. Et qui doit faire réfléchir. La leçon d'histoire se passe à la fin du XVe siècle en France, lorsque le roi de France, le fils de Louis XI, s'appelle Charles VII. Charles VIII, pardon, excusez-moi. Charles VIII. Charles VIII a 23-24 ans, il est au château d'Amboise. Il est entouré de jeunes aristocrates, de princes, etc., qui font partie de sa cour, qui ont le même âge que lui, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Et Charles VIII, qui est donc jeune et fougueux, vient d'être marié avec la duchesse Anne de Bretagne pour amener, en fait, la fusion de la France et de la Bretagne. On est à la fin du XVe siècle et les courtisans autour du roi sont absolument convaincus qu'ils ont un roi qui va être sur le trône pendant des décennies, qui va avoir bientôt des enfants avec sa nouvelle femme. Et donc, il y a le vieil oncle, qui s'appelle Louis, qui est le duc d'Orléans, qui lui vit au château de Blois, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres, 50-60 kilomètres vers le nord-est, et qui, normalement, tant que le Charles VIII n'a pas d'enfant, c'est lui, l'héritier légitime du trône. Mais évidemment, comme on a un jeune roi qui est dans la force de l'âge, qui doit avoir, je sais plus, 22, 23, 24 ans, que le duc d'Orléans, Louis, lui a 36 ou 37 ans, ce qui est considéré à l'époque comme quasiment le début de la vieillesse, 36 ans au XVe siècle, c'est déjà une personne âgée. Eh bien, autour de Charles VIII, les gens se moquent du duc d'Orléans, le brocardent, le méprisent, ne lui rendent pas les honneurs qui sont quand même dus à son rang. En définitive, c'est lui qui monterait sur le trône si d'aventure il arrivait malheur au roi. Or, il est arrivé malheur au roi. Charles VIII, un jour, se précipite pour aller assister à un match de tennis. On n'appelait pas ça un match de tennis, on appelait ça le jeu de paume. Dans le château d'Amboise, il court, il se fracasse la tête contre un linteau en pierre, une porte qui était assez basse. Il se fracasse le crâne. Il tombe évanoui, on le met sur une civière, et puis il va agoniser pendant environ 7 ou 8 heures. Les médecins d'aujourd'hui diraient qu'il a eu très probablement un hématome extradural, c'est-à-dire du sang qui a commencé à couler entre la boîte crânienne et le cerveau, ce qui a fait que le cerveau a dû s'engager ensuite dans la moelle épinière, détruisant les centres vitaux. Donc, le jeune Charles VIII meurt. Et à ce moment-là, il y a un coursier qui part en pleine nuit pour aller avertir le duc d'Orléans. Il arrive au château d'Amboise et il dit au duc d'Orléans, il dit « Le roi est mort, vive le roi ». C'est la formule. Et le duc d'Orléans, d'un seul coup, c'est un caprice de la fortune, un sort incroyable. Ce duc d'Orléans que l'on considérait comme étant vraiment ringard, 36-37 ans, voilà qu'il monte sur le trône, il prend le titre de Louis XII, le père du peuple. Il aura d'ailleurs comme blason un porc-épic avec la devise qui s'y frotte, s'y pique. Vous la trouverez d'ailleurs sur la porte centrale du château de Blois, si mes souvenirs sont exacts. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que, bien entendu, les jeunes aristocrates, les jeunes princes, les jeunes féodaux qui étaient autour de Charles VIII, quand ils découvrent que leur roi vient de mourir et que celui qui monte sur le trône, c'est celui dont ils se sont moqués pendant plusieurs mois ou années, sont évidemment effondrés. Ils ont le sentiment qu'ils vont être, je ne sais pas, que le roi va les poursuivre de sa vindicte. Et l'histoire de France est restée célèbre pour cette parole.
qu'aurait dit le nouveau roi, Louis XII, qui a dit, en fait, il n'a pourchassé personne de sa revanche, et il a eu cette forte parole, il a dit, le roi de France ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans. C'est-à-dire le roi de France qu'il était devenu n'allait pas venger les injures qui avaient été faites à l'homme qu'il était auparavant. Il était duc d'Orléans, mais maintenant il avait changé de nature. Alors c'est quelque chose qui est resté assez célèbre et qui inspire en fait les grands politiques. Lorsque Charles de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1944, et il y a eu évidemment, dans un contexte que vous imaginez, il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé la période de l'épuration, qui n'a pas été toujours grandiose. C'est quand même, il y a eu des, il faut le reconnaître, c'est une des périodes sombres de la Seconde Guerre mondiale, une des périodes sombres de la Résistance, c'est qu'il y a eu des procès pour le moins expéditifs, des collabos qui ont été passés par les armes. Il y a eu une espèce en fait, un embryon de guerre civile qui a eu lieu en 1944, et avec des exécutions sommaires où c'était des gens qui réglaient des comptes personnels. Et Charles de Gaulle, qui avait quand même la stature d'un homme d'État, a très rapidement essayé de calmer le jeu et essayé de dire on va pas commencer à se lancer dans une guerre civile épouvantable. C'est la raison pour laquelle il a laissé, il n'a pas gracié Laval, qui a été condamné à mort. Il n'a pas gracié, comment dirais-je, Drieux-La Rochelle, cet écrivain. Il y a certains écrivains, enfin certaines personnalités qui avaient été extrêmement mêlées aux autorités d'occupation et à la collaboration avec les nazis, qui ont été passés par les armes, mais De Gaulle a quand même essayé de calmer le jeu autant qu'il le pouvait, parce que la France était quand même très difficile à gérer. Il y avait un très fort parti communiste, qui était le parti des fusillés, et De Gaulle a notamment gracié Philippe Pétain. Il a contribué à la grâce. Alors, plus récemment, on a eu en France l'affaire Balladur. Je rappelle qu'en 1993, les Français votent pour une majorité de droite. Donc il y a de nouveau une cohabitation avec Mitterrand. Normalement, les gens pensent que ça va être Jacques Chirac, qui est à la tête du RPR, qui va succéder à Pierre Bérégovoy, et non, pas du tout. Chirac passe en fait un accord avec Édouard Balladur en disant à Édouard Balladur, vous allez devenir Premier ministre entre 1993 et 1995, vous allez ainsi prendre sur vous l'impopularité normale d'un Premier ministre, et puis ensuite je me présenterai à l'élection présidentielle, et puis vous éclipserez, et je n'aurai pas votre impopularité. C'était ça l'accord qui avait été passé entre les hommes, sauf que, bien entendu, l'histoire, parfois, elle emprunte des méandres inattendus, et ce qui n'était pas attendu, c'est que, en fait, Édouard Balladur est devenu très populaire. Populaire au point d'éclipser la popularité de Jacques Chirac. Et vous rappelez ce qui s'est passé donc en 1995, rompant la promesse solennelle qu'il avait faite à Jacques Chirac, Édouard Balladur s'est présenté à l'élection présidentielle contre Jacques Chirac. Ce qui était d'ailleurs paradoxal, c'était deux candidats issus du même parti, mais Édouard Balladur ayant bénéficié en fait des voix des centristes de l'UDF. Voilà. Alors vous savez la suite des événements. À partir de janvier 1995, les sondages redeviennent favorables à Jacques Chirac. Finalement, Jacques Chirac est élu. Et je vous raconte ça parce que c'est sans doute une erreur politique très importante qu'a commise Jacques Chirac lorsqu'il a été élu en 1995. C'est que, au lieu de passer l'éponge, il a poursuivi de sa vindicte les balladuriens, comme on disait à l'époque. Il les a écartés et il n'a pas voulu qu'ils soient au gouvernement. Ce qui a engagé son septennat en 1995 sur une voie qui était un peu bancale, parce que déjà il avait la gauche contre lui, mais il avait une partie de sa propre majorité qui n'était pas représentée au gouvernement. Ça n'a peut-être pas été pour rien dans l'échec de la dissolution de 1997. Voilà. Alors une fois que j'ai dit tout ça, je réponds maintenant à la question, mais vous avez compris un petit peu mon sentiment. Je pense qu'il faudra voir, si nous arrivons aux affaires, il faudra voir, je pense qu'il faudra aussi avoir cette vision d'un homme d'État qui est d'essayer de rassembler les Français sur un nouveau projet. On ne va pas non plus poursuivre tout le monde. Voilà. Ce qui n'empêche pas quand même que, il me semble, que lorsqu'il y aura eu des cas particulièrement scandaleux de trahison de l'intérêt national, on mènera quand même une enquête. Je suis par exemple, comme tous les Français, je suis quand même scandalisé de l'affaire Alstom. Je suis scandalisé de voir comment on a bradé une entreprise dont les intérêts qui était centrale dans les intérêts nationaux.
par exemple dans le domaine de la défense, ou dans le domaine du nucléaire, avec les turbines. Quand je pense que le TGV est devenu allemand, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. De la même façon, je trouve qu'il y a un certain nombre de privatisations qui devront être revues. Et puis il y aura également un certain nombre de choses dont on examinera les tenants et les aboutissants. Comment, par exemple, actuellement, le gouvernement est en train de brader nos intérêts industriels dans de très nombreux domaines. Il faudra au minimum qu'il y ait des enquêtes publiques qui soient conduites. Et si on découvrait qu'il y avait concussion, corruption, prévarication, voire carrément trahison nationale, à ce moment-là, il faudrait certainement sévir. Je rappelle, et je conclurai là-dessus, que le programme politique que j'ai présenté est le seul qui prévoit de remettre dans la Constitution française, de réinscrire dans la Constitution française, avec le plein accord des Français, les crimes de haute trahison, non seulement du président de la République, mais également de tous les membres du gouvernement, et également de réintroduire le crime de complot contre la sûreté de l'État. Ces deux incriminations faisaient partie de l'article 68 de la Constitution que Charles de Gaulle avait proposé aux Français et qui avait été ratifié le 4 octobre 1958 par référendum par plus de 82% des électeurs. Preuve au passage que les complots, ça existe, puisque c'était mentionné dans la Constitution. Et je rappelle à tous ceux qui voudraient avoir plus de précision, je les renvoie à ma conférence qui s'appelle « Où est passée la République française ?», où je décrypte très précisément comment ces incriminations de complot contre la sûreté de l'État et de haute trahison ont été retirées de la Constitution française sans que les Français le sachent par la procédure dite du Congrès.